J'essaie de me connecter sur Là, mon vous êtes en direct. ordi. Vous êtes en direct. D'accord. On va laisser un peu le temps que les gens se connectent. Je vais avoir un problème de... Alors, et quand vous voulez, hein. On attend que les gens se connectent. Je vous ai envoyé le lien à partager. Ouais. Marcel, tu connais mon problème avec ma batterie. Hein. Là, je suis à 75, ça peut fondre. Hein. Alors, connexion.
Et oui, mais par contre, Est-ce que vous m'entendez sur le plateau? oui, moi je vous entends. Ok, parce qu'on a quelqu'un en commentaire qui demande si on a un problème technique. D'accord. Donc, Bon, je crois que si on est déjà Je suffisamment pense qu'il connecté. faut démarrer, hein. Oui, oui. Il faut pousser la com et puis démarrer. Ok, moi j'ai déjà partagé. Hein. Ok, bah on peut lancer. Hein. Marcel, tu as partagé dans notre forum, là, Je suis en train. s'il te plaît, ouais. À tous ceux qui sont connectés, on ne va pas tarder à démarrer. On attend juste un minimum de personnes et on va lancer incessamment sous peu. Et merci d'être là. En attendant que tout le monde se connecte, on peut faire un petit tour de table pour se présenter, pour que les spectateurs sachent à qui ils ont affaire. Donc, Blaise, je te laisse la parole. Oui, Blaise Marob, secrétaire départemental français, merci. Merci, Emma Rose. Merci. Ange. Bonsoir tout le monde, Ange Zouambo, AP de l'unité de Marseille. Merci Ange. Marcel. Marcel Ebeneux, secrétaire départemental délégué en charge de la formation et de l'organisation et de la mobilisation. D'accord. Arnold, il est là. Bon, en attendant, je vais me présenter moi-même. Donc, Emma Rose Sabzé, donc AP de l'unité Isabelle. On sera les principaux interlocuteurs vos principaux interlocuteurs dans le cadre de ce projet, de ce projet Histoire de Marseille. Je pense qu'on peut y aller. Hein. C'est quand tu veux. Bon, du coup, Emma Rose, c'est à moi que tu donnes la parole. C'est à toi, you have the floor. D'accord, merci. Ben, bonjour à tous, bonsoir. Donc, s'il est important de retenir que la préoccupation première des intervenants sur cette plateforme mise en place par le département MRC France est de mettre en lumière les figures importantes de la résistance de notre pays face à ses occupants, qui étaient ses partenaires à l'époque, depuis le 15e siècle jusqu'à ce jour. Il convient également de vous rassurer qu'il sera question d'échanger sur la nature de ces relations commerciales, ces relations diplomatiques et sur les velléités de domination qui ont marqué notre histoire. Et dans le cadre de perspectives
les propositions du MRC sur la sauvegarde de notre souveraineté nationale, de nos valeurs traditionnelles, de notre dignité et sur l'ouverture de notre pays à l'extérieur serviront de moyen à chacun de nous pour sereinement définir sa propre action pour entretenir et valoriser ce noble héritage. Je tiens ici à rappeler que ce projet que nous sommes en train d'implémenter est une idée de l'Organisation des jeunes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, où je me permets de saluer avec beaucoup de respect la présidente Madame Nafissatou, la vice-présidente Madame Honorine Kouete, qui heureusement est avec nous ici en Europe, Raoul Mba, Célan, Gaël et d'autres. Donc, ceci étant dit, je rends donc le micro à Ange et Emma Rose afin que soit lancée la toute première édition de cette rencontre désormais dominicale dès la semaine prochaine. Merci. Vous avez l'antenne. Merci, Blaise. On va passer la parole à Ange, qui justement va se charger de la première partie, donc, qui concerne le lien avec le passé, donc techniquement l'histoire des personnages. Donc merci encore Ange d'être le narrateur de nos histoires de Renaissance. Aujourd'hui c'est le premier épisode et qui dit premier dit début. Et donc je suppose que le personnage du jour s'inscrit dans les premiers moments du Cameroun. Donc, je te laisse la main pour nous dire dans quelle ère historique tu vas nous emmener et surtout de qui il sera question. Merci Emma de me passer la parole et du coup de me permettre de vous embarquer avec moi dans cette époque de notre histoire du Cameroun qui se déroule précisément au 19e siècle. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue aux histoires de la Renaissance. Ici, nous vous invitons à plonger dans l'histoire fascinante du Cameroun, un pays riche en culture et en époque. De ces civilisations anciennes aux défis contemporains. Nous explorons les événements marquants et les figures emblématiques qui ont façonné notre nation. Chaque vidéo donc vous proposera une perspective unique, mêlant récits, analyses et témoignages. Préparez-vous pour ce voyage captivant à travers le temps et l'espace pour mieux comprendre l'héritage du Cameroun. Ce premier épisode est dédié à l'une des figures héroïques les plus influentes du Cameroun, qui est King Doumbé Lobebel, un chef traditionnel qui, au travers de sa diplomatie et son sens politique, a joué un rôle crucial dans les relations entre le peuple Douala et les colons allemands au XIXe siècle. À travers ses choix et ses luttes, vous découvrirez une histoire marquée par la diplomatie, la résilience et la défense de l'autonomie de son peuple. Ensemble donc, plongeons dans la vie de Doumbé Lobebel, de sa naissance à sa mort. Pour comprendre l'histoire de King Doumbé Lobebel, il est important de replacer son parcours dans le contexte du Cameroun au XIXe siècle. La ville de Douala, où il est né, se situe sur la côte du Cameroun, au bord du fleuve Ouri. À cette époque, Douala est un centre commercial prospère et stratégique, comme l'a mentionné notre SD en tout début. Elle attire des marchands européens, principalement britanniques et allemands, qui viennent y échanger de l'huile de palme, du bois de caoutchouc et d'autres ressources précieuses, malheureusement pas disponibles en Europe. La société Douala est alors structurée autour de deux grands clans, les Bel et les Akwa. Le père Doumbé Lobebel dirige cette lignée puissante et développe des relations commerciales avec les Européens pour renforcer son autorité et celle de sa famille. Doumbé Lobebel, qui est né en 1835, a grandi donc dans une société en plein essor économique et culturel. Sa lignée occupe une position de médiateur entre les populations locales et les Européens, la permettant de s'imposer dans le commerce, mais aussi dans les décisions politiques locales. Vers les années 1870, Doumbé Lobebel devient roi à la suite de la mort de son père. En plus du trône, il hérite de la responsabilité complexe de maintenir un équilibre délicat entre la préservation des traditions et la gestion des pressions exercées par les colons européens. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les pressions que Doumbé Lobebel subissait à cette époque ?
Alors oui, en effet, les pressions, elles étaient sur deux volets. Non, le premier volet, c'était les pressions exercées par ses cousins, ses frères et autres chefs douala qui Oui. souhaitaient conserver la contrepartie que jusque-là les Allemands donnaient en échange de l'exploitation des ressources du Cameroun. Et une pression du côté des Allemands qui, ne souhaitant plus fournir cette contrepartie, souhaitaient davantage annexer le Cameroun en faisant signer un traité entre les chefs locaux et les entreprises allemandes, comme nous le verrons plus loin. Ok. Vers les années faisant suite à ces pressions, les Douala ont bâti une prospérité basée sur l'autonomie et la résilience face aux pressions qu'elles subissaient des colons. Dans les années 1880, l'Empire allemand, sous le règne de Guillaume Ier, développe un intérêt grandissant pour l'Afrique. Cette ambition est menée par le chancelier Otto von Bismarck qui convoque la conférence de Berlin en 1884. Cette conférence réunit 14 nations européennes avec pour objectif de diviser l'Afrique en zones d'influence. Sans consulter les peuples concernés, le Cameroun devient ainsi un point stratégique pour les ambitions coloniales allemandes et l'Allemagne se voit attribuer des droits d'influence sur cette région. Quelques mois après cette conférence de Berlin, Gustave Nachtigal, envoyé de l'Empire allemand, arrive sur les côtes camerounaises. Il convainc Kindumbel Obebel et d'autres chefs de signer un traité de protectorat promettant une paix européenne en assurant une protection de leurs intérêts. Pourtant, derrière ces mots se cache juste l'intention d'imposer un contrôle colonial et d'exproprier les Douala de leurs terres. Ce traité est connu sur le nom traité germano-douala de 1884. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire de façon synthétique ce que stipulait, sans refaire tout le traité, ce que stipulait ce fameux traité germano-douala? Alors, le traité, brièvement, c'était une cession des droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration du territoire douala, se signé entre les chefs locaux, notamment le chef King Bell, le chef Loxopopriso et le chef King Aqua, et entre deux films allemandes. D'accord, ok. Et ce, je tiens à le préciser, tout en respectant les coutumes et usages des habitants locaux. Mhm. Donc, à la suite de la signature de ce traité, les Camerounais commencent à constater que leur souveraineté et leur liberté commerciale sont réduites au profit des ambitions allemandes et que les promesses faites lors de la signature du contrat ne sont malheureusement pas tenues. Leurs terres sont progressivement expropriées et l'autonomie que les chefs pensaient préserver après la signature du contrat se réduit drastiquement. King Dumbel Obebel prend alors conscience que les Allemands ne sont pas seulement intéressés par le commerce, mais cherchent en réalité à établir un contrôle total sur le territoire. Les premières années de colonisation sont marquées par des tensions entre les Douala et les autorités allemandes. Les promesses faites lors de la signature du traité ne sont pas tenues. King Dumbel Obebel voit les terres de son peuple être réquisitionnées pour l'installation des colons européens et son peuple perd progressivement le contrôle de ses ressources et des pratiques culturelles qui leur étaient propres jusque-là. Et comment il réagit donc face à ça? Parce que je suppose que c'est le début d'une période de tension et justement de désillusion après la signature du traité. Alors là, on voit encore un caractère emblématique de notre personnage du jour qui, face à cette situation, a su démontrer encore une fois sa diplomatie et son pacifisme dans un premier temps, rassurant, en convainquant ses frères et chefs locaux de ne pas entrer en rébellion, de ne pas entrer dans une guerre qui serait perdue d'avance, et d'une autre part, en envoyant des émissaires aux autorités allemandes et en envoyant des lettres pour expliquer la situation au Cameroun après la signature du traité, du fait que les autorités allemandes ne respectaient pas les promesses tenues. Faites, autant pour moi. Okay. Donc, face à cette situation,
notre héros du jour, King Doumbello Bebel, adopte une position de résistance diplomatique, comme je le disais. Et malgré tout, les lettres et les émissaires envoyés aux autorités allemandes, les autorités allemandes font usage de la force et commencent ou s'entêtent dans leur ambition d'exproprier les Douala de leur terre. Et malgré tout ça, King Doumbello Bebel reste déterminé à défendre son peuple et essaye toujours de faire entendre sa voix. King Doumbello Bebel décède en 1897, mais son combat ne s'achève pas pour autant, car son fils, Rodolphe Douala Mongabel, reprend la lutte. Il défend les Douala avec une conviction inébranlable, au point d'être exécuté par les Allemands en 1914 pour sa résistance. King Doumbello Bebel laisse derrière lui un héritage de courage, de diplomatie, de défense et de défense des droits de son peuple. Son parcours symbolise la première vague de résistance contre la domination coloniale au Cameroun et inspire les générations futures à se battre pour leur liberté. Ok, d'accord. Très bien. Bah, merci déjà Ange pour ce récit. Merci parce que tu nous as montré un peu quelle a été l'histoire, quels ont été les défis et les combats de Doumbello Bebel. Moi, j'ai une question pour toi qui du coup est supposé maîtriser son histoire. S'il fallait résumer King Doumbello Bebel en un seul mot, ce serait lequel pour toi? Je résumerai pas que le personnage, mais aussi les événements qui ont eu lieu pendant la vie du personnage de manière générale, et lui ayant marqué notre pays, car étant l'un des chefs principaux qui ont signé ce fameux traité, qui a marqué le début d'une ère difficile pour le Cameroun, celle de la colonisation et de la perte d'autonomie des chefferies locales. Je dirais que l'histoire de ce personnage rappelle des luttes menées par les Douala pour préserver leurs droits et leur indépendance. Et c'est un esprit que nous devons chercher à retrouver dans nos guerres futures et présentes. Ok, super, nickel. Blaise, je te repose la même question. Tu as suivi le récit de l'histoire de Doumbello Bebel. Quel est pour toi le mot qui qualifierait cette figure emblématique du Cameroun? Ah oui, c'est une histoire grandiose. C'est quelqu'un qui symbolise la résistance, mais vraiment dans un contexte très particulier. À la fin, nous remarquons que les Allemands, bien que brandissant le côté commercial, le côté échange, avaient dans sa trousse l'objectif de conquérir le Cameroun en quelque sorte. Et ce que je retiens, c'est que si nous ne sommes pas arrivés à un bain de sang, parce que ce n'était pas, ils ne jouaient pas avec nous. Si on n'est pas arrivé à un bain de sang, je crois que véritablement, il a fait preuve de beaucoup de diplomatie et beaucoup de discernement Kinlobe. Et pour qu'on n'en arrive pas véritablement au bain de sang. Et pour moi, c'est quelqu'un de vraiment fabuleux. C'est quelqu'un de... il est grandiose, quoi. C'est un grand personnage. Chapeau, quoi. D'accord. Super. Bah écoute, on va entrer dans la deuxième partie de notre émission qui fait le lien avec le présent. Et c'est bien que tu sois en grand, Blaise, parce que c'est toi qui vas animer cette partie. Donc, on a compris que Doumbello Bebel, c'était un fin diplomate. C'est quelqu'un qui a privilégié, qui a mis, en tout cas, la diplomatie au-dessus de toutes ces autres considérations. Ça, c'est en 1884. Si on revient sur l'actualité du Cameroun, comment est-ce que le Cameroun se positionne aujourd'hui dans les relations diplomatiques et commerciales qu'il a avec ses partenaires historiques, donc l'Allemagne, la France et l'Angleterre? Bah, pour ce qui est de l'Allemagne, bon, je vais parler de trois pays, c'est-à-dire que je vais parler de l'Allemagne, je veux parler de l'Angleterre et je veux parler de la France. Alors, les relations, déjà, entre l'Allemagne et l'Angleterre et le Cameroun à cette époque, parce que les trois se retrouvent au même endroit à ce moment-là, dans les années 1800. Donc, effectivement, il y avait déjà la concurrence entre les deux, entre l'Allemagne et l'Angleterre. Et cette concurrence
donné naissance à des divisions même entre les chefs. La division qui a été savamment gérée, mais vraiment gérée et maîtrisée par King Lobé, qui est présenté tout à l'heure par notre ami politique Ange. Donc ça, c'est une première prouesse, les deux. Bon, et après, après la Première Guerre mondiale, après 1919, l'Allemagne perd la guerre. Quand l'Allemagne perd la guerre, bon, lui-même, il a déjà parlé des traités, hein, traité de 1884, juillet 1884, il a déjà parlé de ça. Donc, l'Allemagne, ayant signé le traité Germano-Douala, Oui. s'est installé carrément au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun, maintenant, était comme pratiquement la propriété allemande. Et donc, du coup, après la guerre de 19, ce que je voulais dire, c'est qu'après, dans la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd de fait le Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes disent souvent que nous avons perdu la guerre avec l'Allemagne. Parce que dès l'instant, la France arrive et s'empare, puisque les Alliés s'étaient donc partagé les colonies allemandes. Exactement. Donc, du coup, l'Allemagne, effectivement, l'Allemagne perd donc, et puis la France arrive et donc se partage dans les colonies, surtout l'Angleterre de notre côté, avec l'Angleterre. Donc, effectivement, la France n'a pas colonisé le Cameroun, parce qu'en fait, tout de suite, le Cameroun va être mis sous mandat de la France pour la préparer effectivement à son émancipation. Et ça, c'est de par effectivement le fait que nos chefs ont résisté, ont montré qu'il y a de la vie, ont montré de la vigueur, qu'effectivement les autres puissances qui étaient coloniales sont arrivées et puis ont négocié en quelque sorte. C'est pour ça qu'on n'a pas pu être une colonie. Si nous avions été véritablement des mauviettes, mais on serait sérieusement colonisé sans problème. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle je dis la France, effectivement, a donc évolué sur ce plan-là avec l'Angleterre jusqu'à la mise en place des premiers rapports formalisés commerciaux. C'est-à-dire que l'arrivée des conventions, celle qu'on va parler, ce sera la convention de coopération économique. Première convention de coopération économique qui était en 63 après les indépendances. 63. Donc, c'est l'accord de Yaoundé. Cet accord de Yaoundé ira jusqu'en 75. Il y aura Yaoundé 1, Yaoundé 2. Et après, il y aura donc les APE, les accords de partenariat économique qui prendront naissance en 2000, Lomé 1. Et donc, ces accords de partenariat économique, c'est ça qui nous intéresse. Ces accords de partenariat. On aura le temps quand même de l'aborder parce que j'ai plein de questions justement sur ces accords-là qui finalement sont une continuité de ces échanges commerciaux. Mais pour ne pas teaser et spoiler les gens qui nous écoutent, donc de ce que je comprends, donc il y a des relations diplomatiques et commerciales qui perdurent avec ces partenaires-là et qui se manifestent donc par des entreprises, si je comprends bien, des entreprises de ces pays-là qui sont implantées au Cameroun. Pardon, je n'ai pas suivi la dernière phrase. Il y a donc des entreprises commerciales de ces pays-là, de ces partenaires historiques, qui sont donc bien implantés au Cameroun et qui nourrissent les échanges commerciaux. Alors, effectivement, donc, on a fini la première partie. La deuxième partie, effectivement, après la formalisation des échanges, dans le cadre donc, de GATT. Le GATT, c'est l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, hein, de l'OMC, le GATT. Donc, dans le cadre du GATT, ils ont donc mis ces accords en place. Mais le problème, c'est que dans ces relations commerciales, effectivement, nous avons continué à échanger jusqu'aujourd'hui. Dernièrement, en date, pour ce qui est de l'Allemagne, effectivement, je peux vous donner des chiffres. Hein. L'Allemagne, nous avons échangé il y a 2 ans, hein, nos échanges, c'est-à-dire que le volume global des échanges entre l'Allemagne et le Cameroun, 26 millions d'euros. Donc, l'Allemagne ayant vendu au Cameroun pour 124
millions d'euros et nous, on aurait vendu pour 22 millions d'euros. Ça, c'est rien du tout. C'est absolument rien. Ça, franchement, ça ne constitue pas véritablement de l'échange. Mais les choses sont derrière. Beaucoup d'autres choses sont derrière. Effectivement, nous ne pouvons pas nier le fait que l'Allemagne, effectivement, est engagée dans beaucoup d'autres traités internationaux avec le Cameroun. C'est-à-dire que les traités sur le droit de l'homme, par exemple, les accords sur l'éducation, les accords sur la démocratie, par exemple, et bien d'autres. Ça, nous ne pouvons pas le reconnaître, nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas aussi refuser que Veridos est une entreprise allemande qui travaille avec Elecam, qui est notre organe d'élection. Et c'est quoi le rôle de Veridos? Veridos, effectivement, aide Elecam à confectionner des listes électorales. Donc, quand on parle de toilettage, effectivement, la sous-traitance est réalisée et faite par Veridos. Pourtant, il y a bien des entreprises au Cameroun qui ont cette compétence-là, qui n'ont pas ce marché. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce sont des entreprises, nous avons encore des liens commerciaux avec ces pays-là. Et nous pouvons descendre aussi avec l'Angleterre. Pareil, c'est pratiquement les mêmes choses. L'Angleterre accorde des visas à nos opérateurs économiques aussi. Et puis, nous avons aussi des échanges, effectivement. Bon, mais par contre, véritablement, nous n'avons pas, il n'y a pas de transfert de technologie, il n'y a pas véritablement échange proprement dit, il n'y a pas ça. Mais les échanges, c'est sur des volumes exactement comparables à ce que nous venons de dire par rapport à l'Allemagne. Mais retenons aussi que Glencore, dans la partie pétrole et gaz, a son siège social à Londres, effectivement, et travaille avec le Cameroun. Voilà. Et pour ce qui est de la France, effectivement, la France a aussi des échanges commerciaux avec le Cameroun. La France accorde aussi des visas, la France accorde aux étudiants et puis aux opérateurs économiques, la France aussi là-dessus. Mais par contre, est-ce qu'on saurait nier que déjà en 1945, la France crée une monnaie dont le nom ne ressemble pas du tout, n'a rien à voir avec notre histoire, encore moins avec notre identité, avec nos traditions, mais pas du tout. Ce nom-là ne nous convient pas du tout. Et en plus, cette monnaie-là, la convertibilité est assurée par la France. Et cette convertibilité, comment on dit ça? Le taux d'échange est fixe, mais c'est une relation commerciale, on va développer après. Hein. Voilà le genre de relation commerciale que nous entretenons avec la France. Dans ces pays-là, vous avez donc vu quel genre de relation nous entretenons avec eux. Il y a du bon, mais vraiment, il y a de moins bon qui affectent sérieusement non seulement le sens des affaires dans notre pays, de l'économie, mais aussi met en cause la souveraineté nationale. Mais justement, c'est la bonne transition parce que de ce que Ange nous a expliqué, on part dans l'histoire de King Bombello Bebel, on part d'une histoire d'échanges commerciaux qui finalement dérapent sur des enjeux politiques. Donc finalement, de tout ce que tu as dit, donc dans les échanges commerciaux qu'on entretient avec nos partenaires historiques tels que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, y a-t-il, comme avant, comme en 1884, des enjeux politiques qui se sont glissés dans ces échanges commerciaux? Et si oui, lesquels? Mais je vous dis que tous ces échanges sont... tous ces personnes qui sont arrivées au Cameroun étaient trempées jusqu'au sourcil dans le moule politique. C'était la politique. Déjà, de toute façon, pour orienter l'économie d'un pays dans un sens comme dans l'autre, c'est la politique budgétaire. Donc, ils avaient leur politique, mais ils étaient trempés dans la politique. Donc, le problème, c'est que c'est pas surtout ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est qu'ils mettent en place des mécanismes qui véritablement confisquent notre souveraineté. Prenons par exemple le cas
le cas de Glencore qui est au cœur d'un scandale de corruption pratiquement sans précédent. Je vais dire italien. Hein. Mais avec le siège social à Londres. Honnêtement, je pense que, en temps normal, dans le cadre de leur partenariat, les deux États devraient effectivement échanger sur ce problème-là pour que les responsabilités soient dégagées et que justice soit dite. Bon, et puis vous allez me poser la question de savoir, c'est une question de responsabilité. Il faudrait qu'est-ce que le Cameroun a entrepris comme démarche pour que justice soit faite. Oui, c'est une question et je la prends volontairement. Mais toujours est-il que l'Angleterre est concernée par ce scandale-là. Et nous avons des accords sur la démocratie. Ça affecte sérieusement la démocratie. Ça affecte sérieusement la démocratie. Ça affecte sérieusement notre économie, pardon. Ça affecte sérieusement notre économie. Bon, on part de là, on arrive sur la France. La France, dans notre relation, rien que notre monnaie, par rapport, je ne reste pas dans la fabrication parce que la fabrication est technique. Nous pouvons fabriquer où on veut toujours dire que le coût et la sûreté, ce soit bon. Mais je parle uniquement du fait que le taux de change soit fixe. Quand une monnaie est fixe, ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing, est un instrument financier de souveraineté. C'est un instrument de souveraineté. Mais et quand vous confisquez la France, la confisquez. Nous n'avons pas le pouvoir de valoriser ou effectivement d'adopter notre politique économique par rapport à la réalité de notre économie. Non, ce n'est pas possible avec cette monnaie-là fixe ainsi. Et il y a un mensonge derrière. Le mensonge derrière est que effectivement, lorsque nous avons des problèmes, c'est-à-dire que nous avons des déficits budgétaires, effectivement, il faudrait effectivement que la France, au nom des devises que nous mettons à hauteur de 55% dans le trésor français, je veux dire qui rentre dans le budget français, mais devrait intervenir. Mais quand elle n'intervient pas quand nous avons le déficit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous soumet d'abord à l'ajustement et puis nous dévalue, donc n'intervient pas. Quelle est donc l'idée, donc, quelle est donc la raison si ce n'est pas vraiment politique et véritablement punitive pour nous, hein, de toutes les façons. Donc, c'est donc la raison pour laquelle on peut très bien dire qu'effectivement, c'est politiquement les actions, les relations entre ces pays historiques, ces partenaires historiques avec nous jusqu'aujourd'hui, mais a donc des relents politiques sérieusement ancrés, pas forcément à notre faveur. D'accord. Et en quoi est-ce délicat pour justement, enfin, je te repose la question, mais tu nous as donné déjà des brèches, mais en quoi est-ce délicat donc pour l'économie et surtout la souveraineté du Cameroun? Tu parlais tout à l'heure des APE. En quoi finalement tout ça, c'est une continuité négative, j'ai envie de dire, de ces relations qui semblent très déficitaires au final? Vous me posez la question de savoir en quoi c'est négatif, c'est ça? Oui, en quoi c'est délicat donc d'avoir des échanges commerciaux qui sont biaisés par des enjeux politiques finalement? En quoi est-ce que c'est délicat? Enfin, ça met en péril. Mais oui, tout à fait. C'est délicat par rapport aux résultats, Emma Rose. C'est par rapport aux résultats. Nous avons une économie qui stagne. Nous n'avons pas la même mise sur les politiques. Normalement, nous n'avons pas de même mise sur les politiques budgétaires. Est-ce que nous pouvons faire une politique expansionniste? La réponse est non. Est-ce que nous pouvons mener une politique de protection? Impossible. Mais nous ne pouvons pas le faire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas jouer à ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il nous impose le fait que nous avons cette monnaie-là qui se conduit ainsi par le bon vouloir de la France, mais fait en sorte que nous n'avons pas de marge de manœuvre. Nous ne pourrons pas faire une politique expansionniste. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Bon, effectivement, il y a aussi notre responsabilité parce que c'est dans le cadre d'un accord. Posez-moi, j'aurais même souhaité que vous me posiez plutôt la question de savoir pourquoi cet accord, c'est un accord bilatéral encore, hein? C'est un accord bilatéral. J'ai dit, la question serait, mais pourquoi cet accord de bon sens, nous ne pouvons pas le mettre en question, en cause?
Très bien. Et donc, sur les accords de partenariat économique, donc les APE que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur l'impact donc, en fait, je veux qu'on illustre toutes ces conséquences-là de l'intrusion politique via le commercial à travers un cas pratique, un cas d'école. Donc, le cas d'école que je te donne, c'est les APE. Donc, l'idée, c'est de prendre ce sujet qui est normalement commercial. Quelles sont les implications politiques sous-jacentes et donc en quoi ça affecte notre souveraineté pour que les gens comprennent. Alors, prenons le cas des APE. Les APE, ces accords de partenariat économique ont été mis en place effectivement c'est le libre-échange qui nous a imposé ça, hein, qui voulait absolument qu'il y ait l'ouverture, que les marchés soient totalement ouverts et que le marché soit soumis à la concurrence, qui est de la concurrence. Et derrière les acteurs, c'est des adeptes, il était question derrière leur idée, il était question de favoriser l'innovation. Et ils pensaient que l'économie se porterait mieux avec la consommation, pas la consommation. Voilà l'idée. Mais par contre, ne peut facilement bien fonctionner dans ce type de marché que les gens qui sont pratiquement au même niveau sur le plan économique. Mais nous ne produisons rien, nous ne produisons pratiquement pas grand-chose pour pouvoir exporter. Et vous savez que quand vous n'exportez pas et que vous consommez seulement, mais c'est dangereux pour vous. Alors, puisqu'il était question de rompre avec les barrières douanières, les réduire au maximum, toutes les mesures protectionnistes, les APE voulaient absolument les réduire. Nous étions même arrivés au niveau d'échanges réciproques, c'est-à-dire que nous pouvons exporter tout ce que nous avons, par exemple, en France. Et la France peut aussi importer chez nous tout sans droit de douane. C'était ça l'idée des APE. Alors, la question est là. Mais Emma Rose, nous allons avoir au Cameroun toute la brocante, comme on dit souvent sur les plateaux de télévision, toute la brocante de l'Europe chez nous, alors que nous n'avons même pas la possibilité d'exporter, que nous ne pouvons rien exporter. Donc, en quoi cette économie nous sert? Ça ne nous sert à rien. Nous allons non seulement consommer, mais cette brocante viendra encore faire de la concurrence avec les petites entreprises chez nous. Alors, est-ce que vous voyez l'impact économique que nous pouvons réaliser avec ça? C'est ça. Ça ne peut pas favoriser notre développement. Et donc, l'idée, effectivement, il était vendu. Ce qui était vendu, c'était que vous allez voir, vous allez vous développer. Ça ne nous a pas permis de nous développer. Et moins vous êtes faible, plus vous êtes faible économiquement, mais franchement, plus vous êtes totalement démunis face à la signature des accords, aux négociations des accords. Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Votre souveraineté est sérieusement mise en question. Et le cas d'école, vous voulez peut-être aussi que je prenne le cas d'école de la monnaie. Oui. Bon, pour le cas, vous avez du temps pour le franc CFA, par exemple. Vous avez du temps? Alors, on a 2 minutes. Bon, 2 minutes. Pour la monnaie, quand nous avons un déficit budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? Non, on mène une politique, nous allons donc mener une politique de restriction. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que les exportations, nous valorisons notre monnaie de telle sorte que les exportations puissent coûter cher aux pays qui veulent exporter chez nous. C'est ça le jeu, hein? C'est ça ou pas? C'est ça. Bah, si vous êtes incapable de faire ça, parce que votre monnaie est fixe, mais vous faites comment? Mais ils vont toujours envahir votre marché avec... vous n'avez pas de marge de manœuvre. Bon, or, chez eux, ce n'est pas le cas. Prenez le cas à présent. À présent, la BCE est en train de faire quoi? Est en train de permettre effectivement de baisser les taux. Quand tu baisses les taux, ça permet aux entreprises de souffler et de s'oxygéner, d'investir et de produire davantage. C'est ça. Mais nous sommes incapables de faire ça. Nous ne pouvons pas mener cette politique-là chez nous.
Donc, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on dit que la monnaie est un outil indispensable, c'est un outil de souveraineté. Quand vous n'avez pas de marge de manœuvre sur votre monnaie, très honnêtement, votre souveraineté est sérieusement mise en cause. Ben, il y a une émission qu'on va organiser sur la monnaie, et les API. Donc aujourd'hui, c'est plutôt effectivement King Lobé qui est à l'honneur. Oui. Pour conclure donc sur ce lien avec le présent, en un mot ou quelques mots, qu'est-ce qui a changé ou pas quand on observe donc les accords commerciaux que le Cameroun entretenait à cette période-là et maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas du tout? Est-ce qu'on a même régressé? Ben, ce qui a changé, c'est que nous ne sommes plus. J'ai l'impression que nous ne sommes plus vraiment patriotiques. Nous sommes des patriotes, des véritables patriotes. Notre instinct nationaliste a totalement diminué. Parce que si nous avions continué dans l'élan de King Lobé, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on serait suffisamment outillés. Nous aurions suffisamment d'orgueil pour pouvoir aborder des accords. Parce que tout se passe au niveau des accords. Nous, on ne signe pas des accords avec le pistolet sur la table. Donc, je pense que si en réalité, nous avions gardé le nationalisme en nous, le patriotisme en nous, comme ça a été le cas. Ça a même été le cas jusque dans les années, les indépendances, jusqu'en 82, effectivement, il y avait encore ce patriotisme. Mais aujourd'hui, le patriotisme là est totalement décadent et ça fausse totalement les jeux. Ça fausse totalement les jeux dans les relations diplomatiques, dans les échanges commerciaux. C'est ça, effectivement. Donc, je pense qu'il faudrait quand même un sursaut d'orgueil pour nous, je trouve, hein, un sursaut d'orgueil, honnêtement, pour effectivement prendre notre destin en main. Et puis, voilà, nous battre pour pouvoir effectivement avoir la place qu'il nous faut pour pouvoir échanger d'homme à homme et arriver aux accords gagnants-gagnants que nous sollicitons. Et je crois que c'est tout ce que tu vas développer, Emma Rose. Parce que dans le projet politique du MRC, je pense que c'est ce que nous proposons. Ok. Bah, c'est une partie de l'échange qu'on va finalement animer tous ensemble parce qu'on porte tous cette vision. Bah, je te dis merci Blaise pour ce lien avec le présent. Donc tu l'as bien dit, hein, donc depuis la période de King Doumbé Lobé jusqu'à maintenant, on peut malheureusement constater que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Donc le Cameroun, dans ses relations avec ses partenaires historiques que sont l'Allemagne, la France, l'Angleterre, reste perdant et manque cruellement de souveraineté. Donc, ce que tu as dit nous permet d'introduire la troisième partie de cette émission qui se résumera à se poser la question de comment on s'inscrit en rupture de ces schémas qui, on le constate, on ne fait que reproduire depuis 1884. Donc, c'est une question importante et cruciale pour l'avenir de notre pays, le Cameroun. Et heureusement pour nous, le MRC, dans son programme politique, donne déjà des premières pistes de réponse très intéressantes dont on va discuter dans cette troisième partie. Alors, est-ce que Marcel est là avec nous? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez bien ou pas? Oui. Oui, ok. Du coup, Emma Rose, pour cette troisième partie, on a vu que lors de la signature du traité Jamano-Douala et par la suite dans les accords que le Cameroun a pu signer, au mieux, on peut dire que certains de nous dissipaient les effets négatifs de ces accords. Et au pire, certains ont signé des accords avec des rétrocommissions, des choses comme ça. Qu'est-ce que le MRC prévoit pour que le Cameroun puisse disposer demain de meilleurs accords qui vont dans l'intérêt national? Je prends juste une gorgée. Donc, merci pour ta question, Marcel.
Je pense qu'aujourd'hui, le MRC est conscient des erreurs du passé, où certains accords ont été signés sans une évaluation approfondie des conséquences qu'il y aurait sur le Cameroun. Donc, parfois, ces accords ont été signés sous pression extérieure ou tout simplement par manque de maturité ou d'analyse stratégique. Donc, notre parti considère donc que chaque accord international doit être d'abord et avant tout au service des intérêts de... Et donc, pour garantir que les futurs accords seront forcément bénéfiques, le MRC s'engage à mettre en place un processus de négociation rigoureux et transparent qui va reposer sur plusieurs principes clés. Donc, tout d'abord, une analyse approfondie et qui bénéficiera d'une expertise locale. On est dans un parti où il y a plusieurs juristes. Donc, avant de signer un accord, il faut qu'on s'assure d'en comprendre toutes les implications. Et pour cela, on compte donc mobiliser des experts camerounais issus du secteur public, du secteur privé, qui possèdent une connaissance précise des enjeux locaux et internationaux. Donc, ces experts pourront accompagner donc, le gouvernement à évaluer chaque proposition selon des critères d'impact économique, sociaux, environnemental et stratégique afin de protéger les secteurs de notre économie. Il y a aussi tout ce qui est consultation publique et implication des parties prenantes. Donc, un axe crucial dans le programme du MRC, c'est la transparence et la participation. La plupart du temps, on constate que ces accords, donc comme Ange l'expliquait, c'est des accords qui sont signés à huis clos, sans consultation des parties concernées. Donc, le MRC s'engage à consulter les acteurs locaux, donc les personnes de la société civile, les entrepreneurs, les syndicats, les associations, avant de signer tout accord. Par exemple, si on a un traité qui a des implications pour les agriculteurs, il faudrait que ces derniers soient consultés pour que leurs besoins et leurs préoccupations soient prises en compte. Et le dernier critère, qui est le critère même prédominant, c'est la priorité à l'intérêt national et à la souveraineté. Donc, chaque négociation devra être orientée par une question simple. Est-ce que cet accord renforce ou affaiblit notre indépendance? Donc, le MRC, la souveraineté politique et économique est non négociable. Donc, on ne va pas signer des accords qui pourraient risquer de mettre en péril notre capacité à prendre des décisions en toute autonomie, qu'il s'agisse donc de notre politique monétaire, comme Blaise l'évoquait, de notre sécurité alimentaire ou de tout ce qui va être autonomie énergétique. Voilà comment le parti entend apprendre des erreurs du passé et adopter une approche de négociation réfléchie, transparente et souveraine. Merci, Marose. Alors, Blaise a parlé du déséquilibre entre les forts et les faibles au moment de la signature, par exemple, des APE, où le Cameroun a été le premier pays à signer alors qu'il s'était mis d'accord avec ses pairs d'avoir une approche concertée. Donc, qu'est-ce qui, dans le programme du MRC, prévoit d'avoir un Cameroun plus fort? C'est-à-dire que le jour où on s'assoit à la table des négociations, on a un PIB de PIB par habitant de 1600 et quelques dollars qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Quand celui des pays comme la Côte d'Ivoire ont quasiment doublé. Qu'est-ce qui, dans le programme du MRC, prévoit que économiquement le Cameroun sera plus fort pour pouvoir être plus présent et plus respecté au moment de la signature de tels accords? Alors, on peut dire que la vision d'un Cameroun plus fort repose sur 3 objectifs stratégiques: une croissance économique durable, une sécurité nationale et un rayonnement culturel. Donc, le MRC entend de faire du Cameroun une économie solide et diversifiée qui sera capable de résister aux chocs extérieurs. Donc, il y a la notion d'investissement dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture,
l'industrie manufacturière et les énergies renouvelables pour vraiment assurer notre autosuffisance et donc, c'est le souhait de tout le monde, réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Donc, les accords internationaux vont viser avant tout à ouvrir des marchés pour les produits camerounais et donc attirer des investissements qui vont respecter nos normes sociales. Parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est bien beau d'ouvrir le marché, mais la principale faille, c'est quand nous, on n'a rien à proposer. Donc, si on continue à importer plus qu'on exporte, on se retrouve fatalement dans le chemin d'une balance commerciale déficitaire. Un autre objectif central, c'est de garantir la sécurité et l'intégrité du territoire. Donc, dans les accords de coopération, en fait, j'analyse un peu ce que tu dis dans le cadre de tout ce qui est accords et coopération. Donc, dans les accords de coopération sécuritaire, on va veiller à ce que chaque engagement contribue directement au renforcement de nos forces de défense, nos capacités de protection de nos ressources naturelles qui font aussi notre force. Donc, dans ce sens-là, le parti privilégiera des partenariats stratégiques qui vont permettre de bâtir une armée moderne et autonome qui pourra efficacement défendre notre territoire en cas de conflit. Et finalement, l'aspect rayonnement culturel et si on veut, diplomatie d'influence, s'inscrit dans le cadre où le MRC souhaite que le Cameroun soit reconnu et surtout valorisé sur la scène internationale pour son identité et ses valeurs. Donc, l'idée dans le programme, c'est de promouvoir notre patrimoine, notre langue, notre savoir-faire à travers le monde. Donc, nous allons faire en sorte que les principaux acteurs de cette identité culturelle, donc les artistes, les athlètes, les intellectuels, puissent représenter le Cameroun avec fierté. Et comment ça se fait? Ça se fait en encourageant leur visibilité et leur implication dans les projets internationaux. Parce que pour nous, cette diplomatie culturelle, c'est aussi une façon de bâtir des ponts tout en affirmant notre singularité et notre indépendance culturelle. Donc, la démarche sera claire, à une économie camerounaise plus forte, à une société plus juste, à un Cameroun plus influent, toujours sans compromettre la souveraineté. Merci. Et donc, toujours dans le but d'avoir des accords plus équilibrés, on a parlé de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre. Je me souviens qu'aujourd'hui, c'est aussi un petit peu la... Ange, ça va? C'est aussi un petit peu la Chine qui il y a un petit écho. Je ne l'entends pas très bien, mais vas-y. Je crois que c'est chez Ange. On va couper un peu le son. Oh. Voilà. Je disais, on se souvient qu'aujourd'hui, certes, il y a toujours la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais il y a également la Chine. On a vu des projets comme le port autonome de Kribi où même les panneaux de circulation étaient écrits en chinois, c'est-à-dire que c'est des chauffeurs qui venaient de Chine. C'est plus facile ou c'est moins difficile de négocier avec de tels mastodontes si on est plusieurs. Est-ce que le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, prévoit d'aller au sommet de cette paire en Afrique? Parce qu'on a été habitué là depuis 42 ans à des gens qui ne vont pas au sommet dans les autres pays africains ou même aux visioconférences, c'est-à-dire qu'il y a des délégations, même pour faire des visioconférences, on les a vues récemment. Comment le MRC et son candidat entendent collaborer avec les pays de la sous-région ou les autres pays africains pour construire une diplomatie commune qui crée de nouveaux champions dans lesquels le Cameroun aura toute sa place? Alors, le MRC considère la coopération régionale comme un levier essentiel pour le développement économique du Cameroun. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une région qui est marquée par des défis communs, comme la sécurité transfrontalière, l'intégration des marchés, le développement infrastructurel. Donc, pour le parti, en tout cas pour le MRC, il est crucial pour le Cameroun de s'engager activement avec ses voisins. J'ai envie de dire que la bonne charité
commence au pire par soi, même au mieux dans le voisinage. Donc, comment s'inscrit donc cet engagement dans la coopération régionale? Il faudra construire une intégration économique forte en Afrique centrale. Donc, renforcer l'intégration économique au sein de l'Afrique centrale, c'est principalement via la CEMAC, parce qu'on pense qu'en harmonisant tout ce qui est politique économique, on facilite la circulation donc des biens et des personnes, et qu'en créant des infrastructures communes, les pays de la région peuvent finalement stimuler leur développement mutuel. Donc, par exemple, le MRC soutiendra des initiatives comme la réduction des barrières tarifaires, la simplification des procédures douanières et surtout l'harmonisation des standards de production afin de créer un véritable marché commun en Afrique centrale. Et pour que cette intégration, autant pour moi, profite réellement aux Camerounais, le MRC prône une approche proactive en matière d'industrialisation régionale, c'est-à-dire développer vraiment des chaînes de valeur communes pour les produits clés de la région, comme le cacao, le pétrole, les minéraux, et construire donc des usines locales pour transformer ces ressources au lieu de les exporter à l'état brut. Donc, non seulement cette stratégie valorise donc l'intégration sous-régionale, mais ça va créer aussi des emplois locaux. Ça va renforcer la capacité de la région à négocier donc de meilleurs accords commerciaux avec les grandes puissances économiques pour ne plus se retrouver dans le cas comme celui des APE où la relation est très déficitaire, en tout cas pour nous. Donc voilà le premier point économique. Le MRC est aussi très enthousiaste avec l'idée de rejoindre une intégration continentale beaucoup plus forte, donc les États-Unis d'Afrique centrale. C'est une vision ambitieuse d'une intégration politique et économique très poussée, parce que du coup, ça commencerait par des accords avec les pays de la sous-région qui sont prêts à adopter une gouvernance commune et à mutualiser les ressources. Et donc, on y voit une opportunité de bâtir un collectif solide qui, comme je l'ai dit, pourra rivaliser sur le plan économique et politique avec les autres puissances. Pour résumer, donc, il y a une intégration économique forte. Il y a aussi une collaboration sécuritaire parce que finalement, on partage des frontières avec les pays de la sous-région. Donc, c'est comment aussi on s'allie pour faire front commun pour la paix et la stabilité. Donc, renforcer les collaborations sécuritaires avec des pays comme le Tchad pour que les opérations militaires soient plus coordonnées pour lutter contre le terrorisme. Donc, intégration économique, collaboration sécuritaire solidaire et développement d'infrastructures pour former ce collectif qui sera beaucoup plus crédible aux yeux des instances internationales, j'ai envie de dire. Et Marcel, est-ce que je pourrais aborder un point avec toi, Marcel? J'ai une question que je souhaitais te poser. Oui. Le MRC aujourd'hui, avec son programme, rencontrera plusieurs difficultés dans son projet d'intégration sous-régionale et puis pratiquement continentale. Le premier problème véritable, c'est le problème de démocratie. Et nous sommes en train de nous battre pour que la démocratie puisse un jour voir le jour au Cameroun. Ça, c'est d'abord ce problème de démocratie chez nous d'abord et puis chez les autres. Ça, c'est un facteur déterminant dans l'intégration régionale. Et nous souffrons pratiquement de ça dans notre sous-région. Premier point. Effectivement, Marose a parlé des enjeux sécuritaires. Boko Haram, effectivement, le Nozo, les conflits de pouvoir, les factions armées qui veulent renverser le pouvoir, Centrafrique, Tchad et autres, on a ça tout le temps. Et le dernier point, effectivement, le plus important, c'est est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas exporter au Sénégal librement? Donc, l'intégration devient encore compliquée parce qu'il va falloir résoudre le problème de monnaie.
C'est-à-dire que pour que l'échange, pourtant on nous avait bien dit qu'on mettait les APO pour favoriser l'intégration régionale. Comment est-ce qu'on peut favoriser l'intégration régionale avec les échanges qui sont déjà difficiles à se faire? Et je dis par rapport à tous ces freins-là, ben, il y a tout un arsenal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le MSC prévoit effectivement pour affronter ça et comment est-ce qu'on se conduit pour y arriver? Alors, si je récapitule, le premier point, c'est la démocratie. Le fait qu'il faille des États démocratiques, que ce soit le Cameroun ou les autres pays. Le second point, c'est le fait qu'on est dans des zones monétaires différentes, donc ça ne facilite pas la collaboration. C'est ça? Tout à fait. Il y avait un troisième point? Ou c'était les deux? Le troisième point, c'est sécuritaire. Donc, ouais. Alors, sur le plan, peut-être qu'on va commencer sur le plan sécuritaire. Donc, bon, c'est dommage, hein, mais je crois que c'était en 2014 où, à Paris, il y avait tout un tas de chefs d'État africains, y compris les chefs d'État camerounais, où on a déclaré la guerre à Boko Haram. Le Cameroun collabore avec le Tchad, avec le Niger, avec le Nigeria, sur l'aspect Boko Haram. Le sujet de Boko Haram, par exemple, n'est pas traité. Il n'est pas complètement traité. Mais on peut, je pense, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais on peut quand même estimer qu'il y a eu du mieux. On peut toujours mieux faire, hein. Donc, cette collaboration sécuritaire, malgré les conditions ou les régimes actuels, elle existe déjà. Là, je disais la semaine dernière qu'il y a un contingent camerounais qui était via l'ONU déployé en RCA qui est rentré récemment, donc il a été remplacé par un autre. Donc, il y a déjà ce type de collaboration. Je pense que ces collaborations sont plus efficaces si au plus haut niveau de l'État, on a le bon niveau d'engagement. On disait tout à l'heure que quand il y a des sommets dans certains pays, il y a des chefs d'État qui sont présents, alors que quand les sommets sont en Afrique, dans certains pays occidentaux, ou la Russie ou la Chine, les chefs d'État sont présents. Mais quand même des événements sportifs. Hein. Même des événements sportifs sous la pluie, les chefs d'État sont présents. Mais quand c'est dans d'autres pays voisins, le Gabon, la Guinée, le Congo, ils ne sont pas présents, sauf quand c'est la francophonie. Donc, un engagement au plus haut niveau de l'État, et le candidat du MRC l'a montré déjà, notamment l'engagement sur le problème de Bakassi, notamment le fait qu'il a aidé à défendre les États comme la Guinée équatoriale dans des contentieux internationaux. Donc, il a montré que ce soit comme il collabore avec toutes les strates au Cameroun, il le fera avec ses pairs au niveau africain pour plus de résultats. Ça, c'est l'aspect sécurité. Donc, des choses existent déjà, hein. Il y a déjà des collaborations. Ce qu'on propose, c'est de les parfaire, de les améliorer. Concernant la démocratie, alors, vous savez qu'il existe alors, il y a des collaborations qui peuvent être faites déjà avec la condition d'État démocrate. Il y en a d'autres qu'on peut faire même sans cette condition. On parle parfois d'ingérence, de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. On est dans un pays, mais on parle des autres pays. C'est ce que souvent on reproche aux États occidentaux qui portent des critiques à nos différents États. Et ça joue aussi pas mal sur les opinions publiques africaines. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui surfent sur la vague anti-française et tout. Juste en disant anti-français, on devient populaire. Donc, il faut faire attention aux ingérences, c'est-à-dire aller critiquer d'autres pays en disant vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Ce serait déjà bien que nous, on arrive à améliorer nos résultats en termes de critères de démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas oui ou non, c'est tout un tas de critères qui partent de la liberté d'expression, la liberté des droits civiques, la liberté d'exprimer ses opinions politiques, la clarté du vote, la liberté des mœurs. Enfin, il y a tout un tas de critères qui vont définir ce que c'est qu'une démocratie parfaite et un régime ultra autoritaire. Donc, il y a une échelle qui va de 10 à
à 0. Le Cameroun, il est aux alentours de 3, donc c'est du rouge foncé. Le Botswana, lui, il est aux alentours de 8. Et au Botswana, je crois que ce week-end, il y a eu des élections où il y a eu un changement de président. Eux, ils sont aux alentours de 8. C'est mieux que la France. Donc, on peut faire des accords sur des thèmes particuliers sans regarder ce que les autres font et en espérant que notre exemple à nous va aider les populations de ces pays à s'améliorer. Mais après, il y a d'autres sujets où il faudra travailler avec des États qui ont un certain niveau de base de démocratie. Et dans ce cas-là, voilà, on fera par agrandissement progressif. C'est comme ça que l'Union européenne a fonctionné. Ils ont commencé à un certain nombre. Ils ont dit, pour nous rejoindre, il faut ça comme critère. Vous venez, vous respectez les critères, vous pouvez venir et vous, en retour, vous avez une certaine prospérité. Donc, c'est comme ça qu'il faudra qu'on travaille, mais sans ingérence. Concernant les monnaies, donc c'est toujours mieux d'être de ne pas avoir à gérer des problématiques de zones monétaires différentes, mais ce n'est pas non plus un handicap rédhibitoire parce que pas mal de pays, on a peut-être plein de monnaies dans différents pays. La Chine n'a pas de dollar, la Chine n'a pas l'euro, mais la Chine travaille et change ses premiers partenaires malgré les problématiques géopolitiques, c'est quand même l'Union européenne et les États-Unis. Ça reste les premiers partenaires. Donc, si nous avons des choses à vendre de qualité et la capacité à acheter des choses de qualité chez les autres, on fera ces échanges. On fera les accords qui vont bien avec les autres pays de la sous-région ou avec les pays du monde entier. Donc, c'est pas tellement un souci, je pense. Oui. Je voulais juste qu'on comprenne ces enjeux-là et voir l'approche du MRC. Et l'approche du MRC, c'est exactement ce que Mao a dit. C'est-à-dire que c'est le patriotisme économique que nous devons imposer à notre pays. Et puis, le jeu démocratique. Si nous demandons le toilettage, par exemple, de notre système électoral, c'est pas pour le MRC uniquement. C'est que on mette les bases solides et ce sera ainsi pacifier notre pays et puis voilà, instaurer la démocratie et qu'on pourra exporter dans d'autres pays assez facilement. Et partant de là, avec la paix qu'on pourra retrouver, nous pourrons mener ensemble de façon contingente des accords, des négociations importantes auprès des puissances qui sont sur nous. Ok, très bien, parfait. Alors, est-ce que notre secrétaire départemental peut nous faire l'honneur de conclure dans ce premier épisode? Alors, je ne sais pas si Ange voulait rajouter quelque chose rapidement, peut-être avant qu'on ne clôture le live. Ah, j'ai un micro coupé. Attends. Inciter et inviter tout le monde à laisser un maximum de commentaires, de retours sur ce premier épisode et on s'en inspirera pour davantage parfaire les suivants. C'est ça. Parce que comme le nom de l'émission, nous aussi, on continue de renaître. Hein. Donc, on va continuellement s'améliorer et essayer de vous proposer un contenu de qualité. Et donc, c'est grâce à vos retours qu'on pourra le faire. Merci Ange. Et merci à vous. Merci à tout le monde. Ange, merci beaucoup pour ta brillante prestation et beaucoup pour l'idée et la force avec laquelle tu as mené cette émission. C'est ton idée. Il y a pas encore un mois qu'elle était en gestation. Et franchement, je te dis merci pour l'idée. Je remercie beaucoup Emma Rose par rapport à sa pugnacité pour que l'idée soit implémentée. Et Marcel, j'étais déjà dit beaucoup de choses. Je te dis juste merci. Et puis voilà, dire à nous, aux personnes chères qui nous suivent, bon, qu'aujourd'hui c'était le coup d'essai. Nous avons fait ce qui est à notre possible. Et leurs commentaires nous permettront de nous améliorer. Et je vous souhaite une très, très bonne continuation et que la semaine prochaine, ce soit quelque chose de très bonne facture. Merci, mon SD. Merci.
Merci. Et surtout, si vous avez un personnage, alors on a une liste de personnages qu'on va couvrir lors de cette émission, mais si vous avez un favori que vous voulez voir lors de la prochaine émission, il faut nous le mettre en commentaire et Ange décidera si ça vaut le coup de faire le prochain épisode sur cette personne. Rassurez-vous que vos commentaires valeront toujours le coup. Merci à vous. Allez, merci. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.